Bonjour, bonjour, bonsoir. C'est pour nous le plaisir aujourd'hui sur votre plateau, votre émission que vous connaissez déjà bien, à la découverte. Moi, personnellement, mon nom est Pasteur Job Verneau, présentateur de cette émission, et toute l'équipe, nous sommes motivés pour vous apporter toujours des personnalités, puisque vous le savez bien, notre mission, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités, tant sur le plan social, familial, économique et autres. Aujourd'hui, nous sommes réjouis puisque vous aurez à découvrir un grand homme, qu'à travers sa vie, on pourrait dire encore, notre Dieu règne. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce qu'il avait fait dans la vie de Joseph, il est encore capable de le faire. Sans plus tarder, vous aurez l'opportunité de savoir de qui je parle. Plaisir. L'équipe est encore là pour vous satisfaire. Merci d'être branché votre émission à la découverte. Bonjour, bonjour. Bonjour, Pasteur Job. Voyez-vous, je dis tout simplement bonjour. Je ne cite pas de nom, puisque c'est à lui de vous dire qui il est et son nom. Votre nom? Alors bonjour à celles et ceux qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent. Alors moi je m'appelle Franz Benjamin, je suis député de Viau et troisième vice-président de l'Assemblée nationale du Québec. Donc c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici au bureau de la circonscription pour cette belle rencontre que je suis sûr qui va être très agréable. Très agréable. J'aime ça, très agréable. Monsieur Franz Benjamin, député circonscription Viau, vous êtes né ici au Canada ou en Haïti? Je suis né en Haïti, de parents haïtiens et j'ai quitté Haïti quand même jeune, à l'adolescence. J'ai vécu quelques temps, pas longtemps, aux États-Unis, à New York, et je suis arrivé au Québec, et là où je compléterai mes études secondaires, collégiales et universitaires. Donc je suis fils d'immigrants, je suis moi-même immigrant. Et j'ai ce grand bonheur de servir depuis maintenant quelques années, plusieurs années même, le quartier Saint-Michel, qui est le quartier qui a accueilli ma famille lorsque nous sommes arrivés ici au Québec. Quartier Saint-Michel, c'est le quartier qui vous a accueilli. Mais c'était dans quelle année aux environs? Ah, on parle des années 80. Oh, on parle au milieu des années 80, absolument. 80. Oui. Donc, vous avez passé combien de temps aux États-Unis? Alors, j'ai passé presque 2 ans aux États-Unis. OK. J'ai passé presque 2 ans aux États-Unis, mais c'était une situation quasiment de transit, le temps que tout se règle pour que nous puissions venir ici au Québec et au Canada. OK. Vous êtes né d'une famille composée de combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants. Je suis l'aîné, donc 2 frères et une sœur. Donc, malheureusement, il y en a un d'entre eux qui nous a quittés. OK. Je prends souvent plaisir à dire que j'ai grandi dans une famille heureuse. Donc, c'est-à-dire que dans ma famille, une famille unie, mon père, ma mère, j'ai eu un père très présent auprès de ses enfants, pour ses enfants. Une mère aussi, évidemment, comme les bonnes mamans haïtiennes, une mère extraordinaire. Et j'ai grandi dans une famille heureuse dans la mesure où le rire, la musique faisait partie de cette famille-là. Mes parents se sont rencontrés dans une chorale. Donc, ce sont des personnes qui adoraient chanter. Wow. Donc, alors, ça chantait souvent à la maison. Dans la joie, dans la tristesse, dans la mélancolie, il y avait toujours une chanson pour toutes les occasions. Okay. Donc, alors voilà, c'est dans cette atmosphère-là dans laquelle j'ai baigné dès ma tendre enfance, que j'essaie encore de cultiver aujourd'hui encore. Oui, le rire. Le rire et la joie, absolument. OK. Oui. Le rire, la joie, on pourrait dire, c'est sa nourriture préférée. Oui. Et ou son éducation que ses parents l'avaient prodiguée. Et vos parents sont encore là? Ma mère, malheureusement, elle n'est plus là.
OK. Mais mon père est encore vivant, oui. D'ailleurs, c'était son anniversaire la semaine dernière. Donc, oui, il est encore vivant. OK. Absolument. Ça vous dérange pas de nous dire son nom? Ah non, absolument pas. Il s'appelle Antoine Benjamin. Antoine Antoine Benjamin. Benjamin, il a 93 ans aujourd'hui. Mon Dieu. C'est une bénédiction, puisque la Bible nous a dit pour les plus robustes. Donc, lui, il est déjà atteint exactement la calendrier ou l'étape pour les plus robustes. Monsieur Franz Benjamin, c'est quand vous avez l'intention, puisque vous êtes député, mais c'est quand ça venez chercher pour être impliqué dans l'affaire de la politique. Mais écoutez, je prends souvent plaisir à dire que je ne suis pas allé vers la politique, c'est la politique qui est venue à moi. Puisque, donc, suite à ma formation universitaire, j'avais déjà entamé une carrière au sein de la fonction publique québécoise, où je travaillais dans la fonction publique québécoise comme fonctionnaire. Mais parallèlement à ça, mon travail, j'ai travaillé une douzaine d'années dans la fonction publique québécoise. Parallèlement à mon travail, je m'impliquais comme citoyen dans mon quartier, dans la communauté. Et c'est au fil de ces implications-là que, dans un premier temps, il y a eu les élections scolaires à l'époque. Donc, j'ai été élu, dans un premier temps, comme commissaire scolaire. Donc, j'ai été élu à 3 reprises comme commissaire scolaire. Suite à mon travail comme élu scolaire, j'allais aller ensuite sur la scène municipale, où j'ai été élu à 3 reprises aussi, comme conseiller municipal. Et suite à ça, donc, je suis allé vers la scène provinciale, où je suis à mon 2e mandat aujourd'hui, comme député de la circonscription de Viau. Mon Dieu. Est-ce que pensez-vous retourner ou continuer votre mandat ou votre mission comme député pour cette circonscription? Je ne sais pas encore, parce que, vous savez, à chaque jour suffit sa peine, comme dit le proverbe. Pour le moment, je vous dirais que j'ai un grand bonheur, j'ai un grand plaisir à servir les gens de la circonscription de Viau. Les femmes et les hommes de cette circonscription, des gens extraordinaires, des grands travailleurs. Et c'est un quartier très diversifié, c'est un quartier riche en culture, c'est un quartier riche en compétences. Et pour moi, c'est au quotidien, servir les citoyens, les entreprises, les organismes de la circonscription, c'est un réel bonheur. Donc, alors pour le moment, je me contente de bien les servir, force du mandat que j'ai reçu en 2022, il y a presque 2 ans maintenant. À 2 ans. Ça va se terminer quand? Jusqu'en 2026. Donc, puisque les prochaines élections provinciales se tiendront en octobre 2026. Donc, au Québec, nous avons des élections à date fixe. Donc, alors, on verra d'ici là. On verra. Donc, déjà, un grand merci à vous qui allez supporter notre député, encore une autre fois, puisqu'il avait parlé et il a déjà eu 3 mandats comme conseiller. Oui. Et je pense que vous donnerez encore l'opportunité à lui pour un 3e mandat comme député de la circonscription Viau. Monsieur Franz Benjamin, en tant qu'Haïtien, né en Haïti, je ne voulais pas dire d'origine, haïtien, est-ce que vous avez un plat où vous aimiez beaucoup plus dans les plats d'haïtiens? Dans la cuisine haïtienne? Oui, dans la cuisine haïtienne. Ben, vous savez, j'ai des fibres artiboniciennes, j'ai des fibres gonaïviennes. Donc, c'est clair que pour moi, le lalo en fait partie. Donc, alors, le du riz à lalo, je ne négocie pas ça. Donc, alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais cependant, j'ai appris à aimer très jeune la cuisine haïtienne. Ma maman était une grande cuisinière. Elle était un cordon bleu. Donc, alors, elle nous a fait découvrir au fil du temps une variété de mets haïtiens, que ce soit les plats plus traditionnels, composés de riz, de poulet, de griot, de cabrit, etc., mais aussi le bouillon, légumes, les tubercules aussi, yam, patate, malanga, manioc, etc. Donc, c'est des choses que j'ai appris à aimer énormément. Donc, le plantain avec les poissons. Oui, absolument, tout à fait. Je suis un amateur de poissons, mais mon amour, je suis un gourmand. Je suis un gourmand, mais mon amour pour la cuisine
évidemment, la cuisine haïtienne est très prisée dans mon alimentation, mais je mange aussi bien italien, français, québécois, arabe, africain, latino-américain. Donc moi, je suis ouvert. Je suis ouvert Pour la en cuisine. matière de goût culinaire, absolument, tout à fait. Je sais qu'il y a des gens qui viennent du département de l'Artibonite, c'est sûr, qui sont en train de rire, qui disent « Waouh, regarde, un député qui aime notre nourriture spéciale, légumes, lalo, Lalo. riz blanc. Waouh, c'est extraordinaire. » Pendant que vous dites que vous êtes vraiment diversifié par rapport à la cuisine tant africaine, etc., mais est-ce que vous avez un sport que vous aimez ou pratiquez pendant que vous étiez encore plus jeune? Ben, plus jeune, en fait, enfant, en fait, très tôt, évidemment, comme majoritairement beaucoup d'enfants d'Haïti, c'est le soccer. C'est le soccer, mais j'ai appris aussi à aimer le basketball, le baseball, qui est un sport que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas pratiqué le baseball, mais j'ai toujours aimé regarder les matchs de baseball. Et quand je suis arrivé au Québec, j'ai découvert le hockey. Et évidemment, le hockey, je suis devenu rapidement un fan des Canadiens de Montréal. Et aussi, un peu après, j'ai découvert le football aussi, le football américain, donc, que j'aime bien. Donc moi, j'aime bien, je suis aujourd'hui un sportif de salon. Donc, c'est-à-dire que Pas un sportif sur le terrain? Pas sur le terrain. Aujourd'hui encore, j'essaie je tente de me garder en forme en prenant des marches, des choses comme ça. L'été, quelquefois, ça va arriver que j'aille taper du ballon sur un terrain de soccer parce qu'aujourd'hui, dans Saint-Michel, nous avons plusieurs terrains de soccer. Okay. Et la pratique du soccer est très populaire dans notre quartier. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui jouent au soccer. On a au moins 4 terrains de soccer dans Saint-Michel. Donc, alors, c'est sûr qu'il n'est pas rare de me voir en été avec les jeunes de Saint-Michel jouer avec eux sur un terrain de soccer. Et c'est quelle place, souvent, quand vous pratiquez le soccer, de quelle place vous êtes? J'ai été longtemps gardien de but. J'étais un gardien de but pas pire. J'ai même joué pour des équipes comme gardien de but. Mais par la suite, j'ai appris à jouer ailier droit. Donc, ailier droit, c'est une position que j'aime bien aussi. Ça arrive dans vos pratiques de sport, spécialement le soccer, que vous avez eu la chance de marquer un but? Non, je ne suis pas un grand buteur. Je ne suis pas connu pour être un grand buteur. Je suis connu pour être un grand passeur. Passeur. Absolument. Ça n'arrive jamais que vous avez eu la chance de marquer un but? Ah oui, bien sûr, j'ai déjà marqué des buts. Ah oui, bien sûr. J'ai déjà marqué des buts. Mais de là à dire, je n'ai jamais été le buteur de mes équipes où j'ai participé. J'ai été surtout passeur ou gardien de but. Voilà. Donc, si aujourd'hui, on vient de vous chercher pour vous placer dans une équipe, ce sera un contentement ou une motivation? Ce sera quoi? Je me questionnerais parce que considérant je suis un homme rouillé maintenant. Donc, mais par contre, ça me flattera quand même. Mais j'irai avec prudence. J'irai avec prudence parce que je me rappelle ce bon vieux dicton qui dit, en haïtien qui dit « Zogamoun papran ». Zogamoun papran, exactement. Vous pouvez constater que notre cher député, non seulement il est né en Haïti, mais aussi il pratique. C'est ce qu'on, nous, en Haïti, on aimerait pratiquer, soit tant le sport et même au niveau de la nourriture. Vous voyez qu'il reste encore beaucoup plus haïtien que québécois. Mais, Monsieur Frantz Benjamin, après quand vous étiez arrivé au Canada, comment vous voyez la communauté en tant que jeune pendant que vous grandissez, surtout à Saint-Michel, puisque Saint-Michel avait une histoire un peu comme vraiment wow dans le temps, mais comment vous voyez au sein de cette communauté?
Ben, moi, ce que j'ai appris, ce que j'allais apprendre rapidement, c'est que c'est une communauté qui était déjà... Parce qu'il y a plusieurs vagues d'immigration. Alors, on, on pouvait à la rigueur même parler des communautés haïtiennes. Parce que si vous habitiez peut-être à Sherbrooke, si vous habitiez peut-être à Longueuil, Laval, c'était peut-être pas la même réalité que si vous habitiez à Saint-Michel ou Montréal-Nord, dépendamment des vagues. Mais ce que j'ai découvert rapidement, c'est des rues de travailleurs, ces femmes qui se levaient très tôt le matin, et c'est majoritairement des femmes, pour aller à la manufacture. Et à l'époque, c'était l'époque des manufactures. Il y avait beaucoup d'Haïtiennes qui travaillaient dans les manufactures, dans le secteur de Chabanel, et même dans le secteur de Saint-Michel aussi. C'est des hommes de rue de travailleurs aussi, les chauffeurs de taxi, des gens qui trimaient dur, qui ne comptaient pas les heures pour donner tout ce qu'ils avaient et en termes de compétences, d'énergie, de ressources pour l'éducation de leurs enfants. Il n'était pas rare de rencontrer des gens, des couples, des familles. La maman travaillait dans une manufacture, le père chauffeur de taxi, mais qui investissaient tout dans l'éducation de leurs enfants en envoyant leurs enfants à l'école privée, en faisant de grands efforts quand même. C'est parce que ce sont des gens, nous croyons beaucoup dans l'éducation. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours frappé. Mais à côté de ça, je le voyais aussi dans Saint-Michel, des jeunes qui n'avaient pas la chance que j'avais, moi, d'avoir des deux parents présents et qui avaient un peu plus de difficultés sur le plan de l'insertion sociale, sur le plan de la réussite éducative. Et quelques-uns parmi eux, moi j'ai connu des jeunes de Saint-Michel, des gars de Saint-Michel, qui ont sombré dans la délinquance, dans la criminalité. Et certains, j'en connais même qui en sont morts violemment. Mais je connais aussi des gars de Saint-Michel qui sont aujourd'hui avocats, comptables, courtiers immobiliers, etc. Donc, c'est-à-dire que Saint-Michel, c'est un quartier comme tant d'autres. Il y a eu des enjeux, nous avons eu nos enjeux comme d'autres milieux, mais c'est un quartier qui a malheureusement eu pendant trop longtemps mauvaise presse parce qu'on n'a pas regardé assez les bonnes choses qui s'y passaient. On préférait s'attarder sur un coup de feu au lieu de s'attarder sur des jeunes qui persévéraient à l'école, au lieu de s'attarder sur des organismes communautaires qui offraient une passerelle à ces jeunes qui avaient plus de difficultés, au lieu de s'attarder sur les ressources dont cette collectivité avait besoin pour pouvoir se prendre en main et se développer. Wow, wow. Monsieur Franz Benjamin, député à circonscription Viau, pour vous rappeler, et qui est présentement à son deuxième mandat, comment vous voyez la communauté haïtienne aujourd'hui en tant qu'immigrants, donc les immigrants, les gens qui arrivent, leur intégration au sein de la communauté canadienne ou du Québec? Ben, la communauté haïtienne a maintenant une grande histoire, une belle histoire de présence au sein de la société québécoise. D'aucuns disent que l'histoire, la présence de cette communauté-là remonte à presque 100 ans. Donc, quand on sait que les premiers Haïtiens qui sont arrivés au Québec, il y avait des Haïtiens déjà au Québec dans les années 20, dans les années 30 au Québec. Mais les grandes vagues d'immigration ont commencé à arriver dans les années 50, dans les années 60, avec l'arrivée du dictateur François Duvalier au pouvoir. Maintenant, il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Ce que je constate dans l'histoire de la communauté haïtienne aujourd'hui, c'est une communauté qui est forte par rapport à des ressources. Nous disposons de plusieurs ressources dans la communauté. Cette année, il y a des organismes, il y a au moins 3 organismes de la communauté haïtienne qui célèbrent leurs 50 ans d'existence. Wow. La Maison d'Haïti, le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal et le Centre d'Arrivée, qui célèbrent leurs 50 ans d'existence. Donc, ce n'est pas rien dans la vie d'une communauté. Quand vous avez des organismes qui ont 50 ans d'existence, c'est un signe tangible que cette communauté-là a fait des choses au sein de la société québécoise. Sur le plan, quand on regarde la communauté haïtienne, sur le plan économique, social, communautaire, culturel, politique, c'est une communauté qui continue à prendre sa place.
Et on reconnaît de plus en plus la contribution de cette communauté-là au développement de la société québécoise, sur le plan de la santé, de l'éducation, du social, du communautaire. On reconnaît la contribution de cette communauté-là. Et quand je pense à la santé, je pense entre autres à nos professionnels de la santé, les médecins, les infirmières, les différents corps professionnels qu'on retrouve dans la santé, et les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, les inhalothérapeutes, toutes sortes de compétences dans le domaine de la santé, d'origine haïtienne, au service de la santé du Québec. L'éducation, c'est pareil. Et les enseignantes, les éducateurs spécialisés, les orthopédagogues, les directions d'école, les conseillers pédagogiques, toutes sortes de professionnels d'origine haïtienne qui ont contribué à la réussite des Québécoises et des Québécois de toutes origines. Alors, et je ne veux m'arrêter à ces deux domaines-là, mais j'aurais pu continuer davantage. Mais ceci étant dit, nous avons connu aussi l'arrivée d'autres vagues d'immigrants autour de 2010, suite au tremblement de terre. Il y a quelques milliers de personnes qui sont arrivées. Ouais. Et plus récemment, il y a encore eu une autre vague, due notamment au soubresaut qu'Haïti n'a pas cessé de connaître au cours des dernières années. Nous avons eu cette dernière vague. Ben, maintenant, il faut s'assurer que les personnes qui arrivent, que nous puissions avoir les ressources adaptées pour les aider, pour les accompagner. Pour les accueillir. Pour les accueillir. Et je crois que je dois saluer l'effort qui a été déployé par plusieurs organismes communautaires, et l'effort déployé aussi par diverses institutions québécoises, notamment le milieu scolaire. Mais cependant, on a besoin de plus de ressources, que ce soit dans le milieu de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'employabilité, pour faire en sorte, pour permettre à ces personnes-là de pouvoir, une fois qu'ils arrivent, retomber sur leurs pattes et pouvoir s'intégrer économiquement dans la société, s'intégrer socialement dans la société aussi. OK. J'ai une question pour vous, cher député. Puisque je connais, il y a pas mal de gens qui arrivent ici depuis même 2016-15, si j'en cite comme ça, et qui jusqu'à présent n'ont pas eu leur résidence ou qui n'ont même pas encore eu une date d'audience. Est-ce que votre bureau ou votre circonscription travaillait là-dessus pour qu'ils puissent avoir soit une date ou les accompagner pour qu'ils puissent avoir leur résidence? Je ne connais pas de bureau de circonscription de député de la région de Montréal qui ne vous dira pas qu'ils reçoivent beaucoup de demandes, beaucoup de dossiers au quotidien. Et parmi les dossiers, la majorité des dossiers, c'est des dossiers relatifs à l'immigration. C'est mon cas, c'est le cas aussi de presque tous les autres bureaux de circonscription que je connaisse. Le rôle du député, que ce soit le député provincial ou le député fédéral, c'est de recevoir, c'est d'accueillir les demandes et de voir comment on peut les accompagner, ces personnes-là qui arrivent au quotidien, qui viennent nous voir. Donc moi, l'immigration, c'est un domaine de compétences partagées. Donc il y a un niveau d'immigration qui, par exemple, quelqu'un qui vient me voir comme revendicateur du statut de réfugié, c'est un domaine qui est de compétences fédérales. Nous, on va accompagner la personne pour la référer auprès du gouvernement, auprès du bon palier de gouvernement, pour pouvoir se faire servir. Mais aussi, chaque cas est particulier aussi. Ouais. Chaque cas est particulier. Il y a des gens qui ne sont pas représentés par un avocat. Il y a des gens qui sont représentés par un avocat spécialisé en droit de l'immigration. Il y a des gens qui sont représentés par des conseillers en immigration. Alors, chaque cas est en particulier, mais ce que nous faisons avant tout, ici, pour les gens qui habitent la circonscription de Viau, parce qu'il faut bien préciser, les demandes que nous recevons, c'est pour les citoyens qui habitent la circonscription de Viau. Je sais que je suis un député d'origine haïtienne, mais je ne peux pas traiter toutes les demandes de la communauté haïtienne. Exact. Donc c'est pour cette raison que j'invite les gens qui habitent une circonscription. Quand les gens nous appellent, on leur demande leur adresse, on essaie d'identifier la bonne circonscription et nous les référons à leur député de circonscription qui va être en mesure à son tour d'accompagner ces personnes-là donc, dans leurs demandes. Dans leurs demandes. Encore, moi, je lève la voix pour vous, pour dire merci à notre député qui ne cesse jamais d'accompagner et tous les gens qui arrivent, tous les immigrants. Moi, je ne voulais pas dire seulement les Haïtiens, puisque je sais qu'il y a des Africains aussi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de partout,
même on pourrait dire à travers le monde, qui sont ici, que notre député donne son service, son assistance pour qu'ils puissent avoir leur résidence. Absolument. Et c'est le rôle d'un député de circonscription. Moi, comme élu de la circonscription de Viau, je suis le député de tous les résidents de la circonscription de Viau, incluant celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Une fois élu, je ne suis pas le député des gens qui ont voté pour moi seulement, je suis le député de tout le monde. Et de tout le monde, c'est vraiment de manière intégrale. Donc, toute personne qui vient nous voir ici au bureau, c'est notre devoir de servir ces personnes-là. Donc, on ne leur demande pas, la seule chose qu'on leur demande, c'est leur adresse. Et à part ça, une fois qu'on a bien identifié qu'ils habitent la circonscription, nous les servons. Nous les servons. Nous allons prendre une petite pause, puisque on doit respecter notre cher député qui parle beaucoup, un peu. Donc, juste pour soulager notre gorge, on revient après cette pause. De retour, mesdames, mademoiselles et messieurs, votre émission à la découverte, puisque vous le savez, aujourd'hui, nous avons sur notre plateau notre député de la circonscription Viau, en l'occurrence, monsieur Franz Benjamin. Né en Haïti, rien manger Haïti. C'est une chose extraordinaire. Maintenant, donc, puisque nous sommes de retour, c'est sûr et certain, il y a des gens qui disent que, mais écoute, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a une famille? Pas sa famille de naissance, soit ses frères et sa sœur, son père qui est encore vivant, mais sa propre famille. Vous allez le savoir. Monsieur Franz Benjamin, de retour, Ouais. Est-ce que vous avez une famille? Absolument, absolument. Et puis, je pense aussi, c'était hier, lors d'un brunch, je rappelais aux quelques 300 personnes qui étaient présentes que avant la politique, on a une vie, pendant la politique, on a une vie, après la politique, il y a une vie qui nous attend. Et ce qui nous attend après la politique, ce sont les gens qui nous aiment véritablement. Ce sont les amis, ce sont la famille, c'est la famille. Moi, je suis un homme de famille, absolument, j'ai le bonheur dans cette famille d'avoir 2 enfants, deux grandes filles, dont l'une d'elles, c'est son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, Absolument. malheureusement, ça me surprend, mais sinon, j'allais chanter pour elle, pour dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aujourd'hui. Donc, vous avez 2 filles. Ouais. Votre femme, elle est de quelle origine? Elle est haïtienne. Haïtienne, my God. Tout gâté, notre député, il est né en Haïti et sa femme aussi. C'est haïtienne d'origine ou elle était née en Haïti? Elle est née en Haïti. En Haïti, elle était née en Haïti. De quelle ville? Port-au-Prince. À Port-au-Prince. Ouais. Port-au-Prince, c'est quelque chose comme... Et vous, vous étiez né de quelle ville? Port-au-Prince, mais j'ai des racines gonaïviennes. OK. Il a des racines gonaïviennes, c'est comme l'alo, légumes, etc. Et ces racines, et les racines à votre femme, c'est... Elle, c'est plutôt un peu Jérémie, un peu Arcaïe du côté du père, je crois, et puis Jérémie du côté de sa grand-mère. Mais sa mère, à elle, est née à Port-au-Prince. À Port-au-Prince, Ouais. OK. Jérémy, Tom-Tom, Akaye, banane, poisson, c'est vraiment une très, très, très belle mélange. Est-ce que, au hasard, et vous avez l'habitude de visiter ou d'aller en Haïti pour des jours de vacances avec toute la famille? Je vais en Haïti régulièrement, pas avec toute la famille, hélas.
je vais en Haïti depuis les dernières années, soit en mission, du moins c'est dans ma famille personnelle, dans ma famille du côté maternel. Donc oui, je continue. C'est cette année la seule exception. Donc ça fait un an que j'ai Cette pas année, été. Absolument. comme 2003, Évidemment, à cause des 2023, 2024. 2023, 2024, à cause de tout ce qu'Haïti connaît maintenant comme tourmente. Donc, j'ai pas pu me rendre, mais d'habitude, j'y vais à chaque année. Donc c'est une passion. Oui, absolument, absolument. En fait, je reste encore très attaché au sol d'Haïti. Mes grands-parents s'y trouvent, ma mère s'y trouve. Ma mère a été inhumée au Gonaïves. Donc, alors c'est mon alma mater. Donc, alors, Mais en dépit de votre élévation ici au Canada, ça n'a pas eu comme des impacts de détachement de votre pays? non, je pense on est très chanceux, je pense, de vivre dans une société comme au Québec, où on additionne les identités, mais on ne divise pas on essaie en tout cas, moi, je suis un adepte je suis un de ceux qui disent, il faut rajouter à nos identités, pas soustraire nos identités. Donc moi, mon identité haïtienne, elle est présente, mon identité québécoise aussi, elle est très présente aussi, mon identité montréalaise, elle est très forte aussi, tout comme mon identité canadienne. Donc je porte toutes ces identités-là en moi et il n'y a pas d'identité contradictoire pour moi. Je suis très bien dans mon lalo, mais je suis très bien dans mon pâté chinois aussi. Donc, Dans votre poutine? Absolument, tout à fait. Avez-vous déjà, est-ce que vous étiez déjà marié avant votre premier mandat comme député? Oui, absolument, tout à fait. OK. Comment voyait votre femme dans votre implication, puisque oui, certainement, vous étiez conseiller, mais quand vous avez décidé d'aller plus loin, comment elle a appris cette nouvelle? Ben, en fait, moi, je suis impliqué depuis plusieurs années et je me rappelle lorsqu'il fallait que je commence mon implication en politique. Donc, pour moi, c'était très important que je bénéficie de cette complicité de la famille. Moi, je prends plaisir à dire aussi que je ne suis pas arrivé en politique nu. Je suis arrivé en politique avec le soutien de beaucoup de gens, avec le soutien de ma famille en premier, mais aussi des amis qui ont toujours été là autour de moi et qui sont encore présents autour de moi. Donc ça, c'est la grande chance que j'ai comme homme politique, d'être arrivé en politique, soutenu et accompagné. Accompagné. J'ai une belle question pour vous, cher député. Votre rencontre avec votre femme, c'était où? Ah, mon Dieu. C'était dans un mariage. C'était dans un mariage, j'étais garçon d'honneur et puis elle était fille d'honneur. Mon Dieu. Ouais. Garçon d'honneur, fille d'honneur. Donc, vous étiez avec elle? Non, ou elle non. était accompagnée avec un autre gars? Elle était accompagnée avec un autre et puis moi avec une autre fille. Mais votre regard, c'était sur elle? Oui, absolument, tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis un homme de... J'ai toujours su ce que je voulais dans la vie. OK. Et puis, donc, quand je suis arrivé, j'ai dit, ah, elle. Voilà. Mais vous n'avez pas eu la chance d'échanger de place avec l'autre gars, non? Non, je ne voulais pas précipiter les choses parce que j'étais sûr de moi-même. OK. Donc, vous avez laissé la place pour qu'il danse seulement cette journée, et puisque vous le savez que le reste, ça va être à vous. Ah, je suis un homme sans crainte. Oh my God. Et croyant. Je n'ai pas peur de grand-chose. Confiant. Voilà. Mais comment c'était la toute première fois quand vous l'avez approché? Ah, c'était poli, c'était poli, c'était agréable. À l'époque, je me rappelle, j'étais jeune étudiant, je pense que j'étais jeune étudiant au collégial à ce moment-là. Non, c'était très poli et elle aussi, elle était étudiante au collège. C'était très poli, très agréable et puis, mais c'était très poli, sans plus. Oh man, c'est poli. Elle vous a accueilli avec... Oui, politesse, retenue, sans plus. C'était quelqu'un de très digne, de très réservé. Et puis, voilà. Ça vous date de combien d'années présentement ensemble? Mon Dieu, ça date de quelques années. Ça date de plusieurs années. Et environ... Plusieurs années. Environ plusieurs années. Oui. Donc, vous pouvez comprendre qu'il ne voulait pas tout mettre. Donc, on doit respecter ça.
Donc, chaque personne a sa vie secrète. Donc, c'est sûr. Mais le plus important, c'est que il nous a déclaré, il nous a fait savoir, laissé savoir que la rencontre s'était passée d'abord dans un mariage et le premier jour qu'il avait fait son pas ou ses pas vers sa femme, ben, peut-être son ami avant, mais c'était très poli et je sais que jusqu'à aujourd'hui, votre femme est encore et elle garde encore ses qualités de politesse. Ah oui, absolument. C'est une femme très digne. Je pense que c'est une de ses grandes qualités. Elle a de nombreuses qualités, mais c'est une femme d'une grande dignité. OK. Mais ça n'arrive pas ou jamais un jour, elle vous a dit qu'elle voulait aussi impliquer dans la politique? Non, non, par contre, non, par contre, elle m'a toujours soutenu politiquement. Et c'est quelqu'un qui a d'autres activités professionnelles, est très heureuse de s'adonner à ses activités professionnelles à elle. OK. Et très, très heureuse, je l'espère, en tout cas, de continuer à me soutenir. À vous soutenir. Mais dis-moi comment vos enfants sont grands, déjà majeurs? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, mes deux filles sont dans la vingtaine aujourd'hui. Dans la vingtaine. Ouais. Comment elles voyaient votre comme mission ou votre implication dans la politique? Ben, ça fait quand même quelques années que je suis impliqué politiquement. Donc, donc très jeunes, elles ont vu leur papa s'impliquer, s'engager publiquement. Et aujourd'hui, en fait, j'ai même ce grand bonheur de dire qu'elles me soutiennent dans mes activités aussi. Donc, il n'est pas rare qu'en campagne électorale, qu'elles viennent donner leur coup de main, faire du porte-à-porte, faire des téléphones. C'est une façon très noble, je crois, de me soutenir, parce qu'elles ne sont pas obligées. Pas parce qu'elles sont mes enfants qu'elles sont obligées. Donc, mais par contre, elles choisissent de venir me soutenir et puis j'en suis très, très heureux. OK. Avez-vous eu une occasion de les accompagner pour visiter votre pays d'origine? La plus jeune, non, elle n'a jamais encore été en Haïti, mais la plus vieille, oui, absolument. On a déjà été ensemble en Haïti, la plus vieille. Attends. Ouais. Est-ce que votre femme a les mêmes passions que vous pour voyager vers Haïti? C'est une grande voyageuse. Elle n'a pas nécessairement la passion pour voyager en Haïti, mais je peux vous dire que c'est une grande voyageuse. Il n'est pas rare qu'elle voyage 4 fois par année. OK. Donc, alors, c'est une grande voyageuse. Mais pendant C'est quelqu'un qui aime ces beaucoup 3 voyager. voyages, toujours en Haïti, une de ces voyages? Non, non. Non, elle va découvrir le monde. Elle va visiter d'autres pays. Mais elle est déjà allée en Haïti à quelques reprises. OK. Mais elle va découvrir le monde. Donc, d'autres continents, d'autres pays, d'autres contrées. Donc, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Avez-vous l'opportunité de donner des conseils aux gens qui sont élus en Haïti, soit comme magistrats, comme députés comme vous ou comme sénateurs, puisque en tant qu'Haïtien que Dieu vous a élevé ici au Canada, est-ce que vous avez eu de la chance ou de trouver l'opportunité de donner des conseils? Pas formellement, pas formellement. Il m'est déjà arrivé de rencontrer des élus qui sont de passage ici au Québec, au Canada, et de les rencontrer pour échanger avec eux. Je préfère dire échanger OK. au lieu de conseiller. Pour échanger avec eux, pour les écouter, pour partager avec eux mon expérience, parce que nous vivons dans deux systèmes complètement différents. Le système et c'est cette erreur qu'il ne faut jamais commettre. Haïti n'est pas le Québec, Haïti n'est pas le Canada, et le Canada n'est pas Haïti non plus. Haïti a ses propres traditions politiques, ses propres manières de faire de la politique. Moi, je n'ai jamais fait de la politique en Haïti. Je ne pourrais pas devenir un politicien haïtien d'Haïti. Donc, parce que je ne connais pas le système politique d'Haïti, la manière de faire de la politique à l'haïtienne. Donc c'est pour moi important, quand je rencontre des élus d'Haïti, de les écouter. Et j'apprends d'eux aussi. J'apprends d'eux parce qu'ils ont leurs propres enjeux, ils ont leurs propres difficultés, leurs propres obstacles, leurs propres défis.
Donc moi, c'est en écoutant qu'on apprend. Donc quand j'étais sur la scène municipale, ça arrivait beaucoup plus fréquemment que je rencontre des élus municipaux. Mais sur la scène provinciale, il m'est déjà arrivé de rencontrer aussi, évidemment, des anciens députés, sénateurs, etc. Absolument. OK. Est-ce que avez-vous l'opportunité de donner des conférences pour des élus, tant en Haïti ou ici au Canada, comme invité spécial? Oui, absolument. Il m'est déjà arrivé de tenir des panels, d'agir comme conférencier. Que ce soit pour des personnes qui sont en poste ou encore des personnes qui veulent aller en politique. Donc oui, c'est à différents forums, il m'est déjà arrivé d'agir comme conférencier ou comme panéliste. Monsieur Franz Benjamin, il est marié, avoir 2 enfants, 2 filles, 2 grandes filles déjà majeures qui le soutiennent et beaucoup dans ses activités et qui impliquent aussi dans sa route politique. Voyez-vous, mes frères et sœurs, très souvent, nous avons tendance à mettre de côté la famille. Mais quant à lui, il embrasse et même sa famille aussi l'embrasse. Monsieur Franz Benjamin, comment vous constatez l'éducation dans votre circonscription, chez les jeunes? Ben, on a une belle panoplie de jeunes qui sont engagés dans leur réussite éducative. Ça, je dois commencer par le saluer. Saluer tous les jeunes qui, malgré les difficultés, malgré les obstacles, continuent à persévérer, continuent à réussir. Ces jeunes-là, je les salue. Mais en même temps, je reconnais aussi qu'il y a des jeunes qui ont leur part de difficultés. Un des grands défis qu'on a au sein de la circonscription de Viau, c'est d'améliorer le taux de diplomation des jeunes pour rejoindre la moyenne montréalaise et rejoindre la moyenne québécoise. Et c'est pour cette raison que dès mon arrivée comme député de Viau, ici dans la circonscription, j'ai mis en place quelques leviers qui allaient nous permettre d'atteindre avec d'autres acteurs cette moyenne-là. Par exemple, un des leviers que j'ai mis en place, c'est les bourses du député de Viau. Ce sont des bourses que j'accorde, alors c'est 10 000 $ en bourse par année, que j'accorde à des jeunes de la circonscription qui sont aux études au collégial, à l'université, ou qui apprennent un métier. Donc, ça vise à les encourager. Donc, à chaque année, je récompense 8 à 10 jeunes à qui nous remettons un total de 10 000 $ en bourse. Ça, c'est pour favoriser l'amélioration du taux de diplomation dans la circonscription de Viau. En même temps aussi, un deuxième levier que nous avons mis en place, qui est en place depuis quelques années, avec le fonds 1804 pour la persévérance scolaire, qui est un fonds qui existe au Québec depuis maintenant 10 ans. Cette année, ils célèbrent leur 10e anniversaire. Et avec le fonds 1804 pour la persévérance scolaire, donc, j'accorde à peu près une dizaine de bourses à des jeunes persévérants du secondaire dans la circonscription de Viau. Ce sont des jeunes qui ont eu des difficultés, toutes sortes de difficultés. Ça peut être par rapport à la santé, par rapport à la famille, par rapport à leur trajectoire migratoire. Mais ces jeunes-là n'ont pas lâché et continuent, malgré les difficultés, à persévérer. Donc, on remet une dizaine de bourses à ces jeunes-là à chaque année grâce au fonds 1804 pour la persévérance scolaire. L'autre chose sur laquelle je travaille aussi, c'est avec les écoles, en partenariat avec les écoles du quartier, du Centre de services scolaires de Montréal. Je souligne la persévérance scolaire dans chaque école primaire du quartier, une fois par année, en me rendant dans les écoles du quartier pour reconnaître, pour honorer les élèves, des fois c'est 4, 5, 6 élèves de chaque école qui persévèrent, parce que la persévérance scolaire, la réussite éducative, c'est dès le primaire qu'il faut commencer à reconnaître la réussite éducative des jeunes. Souvent, les jeunes qui vont décrocher en secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, ce sont des jeunes qui ont commencé à y avoir des difficultés dès le primaire. Donc, d'où l'importance d'accompagner ces jeunes-là. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un message aux parents qui nous regardent, aux parents qui nous écoutent, pour leur dire ceci. Pour vous dire que vous êtes, chers parents, vous êtes les acteurs, les premiers acteurs de la réussite éducative de vos jeunes. L'enseignant, la direction d'école, les professionnels de l'éducation, les organismes communautaires sont en support
sont en soutien par rapport à votre travail comme parent. C'est important pour vous comme parent d'être présent dans la vie scolaire de votre enfant. Lorsqu'on vous invite dans les assemblées générales des parents, c'est important d'être présent, de venir rencontrer les professeurs pour savoir comment évolue votre enfant. C'est important de participer aux activités de loisirs culturels dans les écoles. Quand il y a une sortie avec les enfants, quand il y a un spectacle, quand il y a un championnat, il faut que vous soyez présent aussi avec votre enfant, comme les autres parents sont présents pour leurs enfants. C'est quelque chose, l'enfant peut-être ne va pas vous le dire, mais c'est quelque chose de très, très, très important, cette présence dans la vie de votre enfant. Un très beau message de cœur, je pourrais le dire moi-même. Ce n'est pas seulement un message venant d'un député, mais aussi un message venant ou sortant de la bouche d'un père. Un père responsable qui nous a demandé d'être présent dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos jeunes. On ne sait jamais, avec ce message de cœur, après une dizaine, une vingtaine d'années, ça pourrait être votre fils ou votre fille qui va le remplacer. Puisqu'il disait tantôt, il n'est pas là pour faire son jour jusqu'à la mort, mais un jour, il aura un remplacement. Mais si vous mettez en application ce beau message, ce beau conseil, c'est sûr et certain, vous allez réussir votre fils ou votre fille ou vos enfants. La présence des parents est extrêmement importante dans la vie des enfants. Une courte pause avant la fin de cette émission. On revient. Venant d'Haïti, j'aime ça, moi. J'aime ça et je suis fier d'être haïtien. Pas haïtien d'origine, mais haïtien de naissance. Comme notre invité spécial d'aujourd'hui, notre député Franz Benjamin, député de la circonscription de Viau. Votre satisfaction étant que député des 2 mandats, c'est quoi? Eh bien, ma satisfaction au quotidien, elle se vit au quotidien dans la mesure que quand je sors dans la rue ici, dans Saint-Michel, dans la circonscription, que je rencontre quelqu'un, un citoyen, une citoyenne qui me dit « Franz, merci, on avait un dossier, on est allé te voir, on est allé voir ton bureau, ça a été réglé. » C'est ma plus grande satisfaction. Je suis au service du public. Le bien public, c'est important. Le service public, c'est important. Et un député, c'est quelqu'un qui est au service des gens. Ce n'est pas quelqu'un qui se sert des gens, mais c'est quelqu'un qui est plutôt au service des gens. Donc, alors, ce service-là, les patrons, ce sont les citoyennes et citoyens de la circonscription. Ce sont eux qui vont élire les députés, qui vont leur dire « Je vous donne mandat de me représenter ». Alors, nous sommes au service des citoyens de la circonscription. C'est ça ma plus grande satisfaction. Évidemment, on a des projets sur lesquels nous travaillons énormément. Nous vivons dans un contexte actuellement de multiples crises. Il y a beaucoup de problèmes relatifs à la faim. J'en ai déjà parlé publiquement. J'ai même écrit des lettres ouvertes dans les journaux, dans le journal de Montréal, dans la presse, pour parler de l'urgence d'aborder cette question de la faim. Il y a quelque chose de très préoccupant lorsque dans une société comme le Québec, qui a des enfants qui viennent à l'école le ventre vide, c'est inacceptable.
Et c'est pour cette raison que j'ai pris l'initiative, depuis que je suis arrivé, de soutenir les banques alimentaires de notre circonscription, de donner des montants importants en termes de subventions pour soutenir financièrement les banques alimentaires de notre circonscription. Et ce n'est pas fini. Nous sommes en train de voir comment améliorer cette offre alimentaire dans la circonscription pour qu'aucun enfant n'aille à l'école le ventre vide. Dernièrement, j'étais avec le club des petits déjeuners, donc, qui dessert les écoles du quartier, qui dessert plusieurs écoles du quartier Saint-Michel, et très content de leur avoir donné mon appui financier pour visant à améliorer cette offre dans les écoles. Mais l'offre ne peut pas se limiter aux écoles, ça doit être amélioré aussi dans les organismes communautaires, et on va rencontrer les organismes communautaires qui sont dans l'offre alimentaire pour voir comment on peut mieux les accompagner. Deuxième créneau dans lequel nous investissons beaucoup, c'est le créneau de l'habitation. Il y a une crise du logement qui traverse tout le Québec, tout le Canada même, je dirais. Oui. Et là-dessus, au cours des derniers mois, on a pu inaugurer au moins 3 nouveaux bâtiments qui vont offrir des logements sociaux, à peu près 75 unités d'habitation. On a fait une belle annonce il n'y a pas si longtemps par rapport à un autre projet de 230 unités d'habitation porté par la Société d'habitation des communautés noires. On a hâte de faire la première pelletée de terre pour voir ces habitations-là se lever pour desservir des gens qui ont beaucoup de difficultés à se loger. Et ce n'est pas fini. Je continue au quotidien à travailler, que ce soit dans la circonscription ou du moins quand je suis à Québec, en interpellant le gouvernement du Québec, en allant voir la ministre de l'Habitation pour lui dire « ça prend plus de projets dans la circonscription, on a besoin de répondre urgemment à la demande ». Et donc, c'est un enjeu pour moi important. Et le troisième enjeu qui est aussi important, sur lequel on travaille beaucoup, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Je dois avoir une rencontre très prochainement avec des intervenants jeunesse de la circonscription pour voir comment on peut mieux les accompagner. Donc, voilà des chantiers qu'on a en cours sur lesquels nous travaillons ardemment. Je sais que ça, c'est pas vraiment à 100% votre responsabilité sur le plan de la sécurité. Je sais que à Saint-Michel, donc Viau, un petit peu à Montréal-Nord, on disait très souvent, donc la sécurité, ça un peu comme n'est pas démise. Est-ce que vous travaillez là-dessus aussi pour que les gens ont beaucoup plus de confiance et de sortir à n'importe quel moment, quelle heure? Parce qu'il y a parfois, il y a des tirs. Est-ce que vous travaillez de concert avec la Sûreté de Montréal ou du Québec? Alors, je dois vous dire tout de suite que les gens qui disent ça, c'est parce que ces gens-là ne prennent pas connaissance du bilan statistique en matière de criminalité produite par le service de police de la ville de Montréal régulièrement. Car si ces gens-là prenaient connaissance du bilan statistique de la criminalité, ils verront que Saint-Michel fait partie des quartiers les plus sûrs à Montréal. Donc, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Donc, bien sûr, Saint-Michel, dans les années 90, fin des années 80, début des années 2000, a connu sa part de problématiques reliées avec des jeunes affiliés à des gangs criminalisés. Mais le travail que nous avons effectué au cours des dernières années dans Saint-Michel, avec le poste 30, qui est le poste de police du SPVM dans le quartier, avec les organismes communautaires, parce qu'il y avait aussi une table sécurité. Parce que lorsqu'il y a un enjeu de sécurité dans Saint-Michel, ce n'est pas seulement la police qui le règle, on s'assoit ensemble, les élus, les organismes communautaires, les institutions comme les écoles, etc., et la police, pour dire quelle solution qu'on amène à cette problématique-là. Et je peux vous garantir, si vous regardez aujourd'hui le bilan statistique en matière de criminalité, Saint-Michel n'est pas plus mal foutu que n'importe quel quartier normal de Montréal. L'enjeu que nous avons, c'est un enjeu de perception. Vous savez, des fois, quand une perception est ancrée, cette perception est dure à partir. Oui, c'est vrai. Je peux vous dire qu'à Montréal aujourd'hui, il y a des quartiers qu'on ne cite jamais, qu'on ne s'imagine pas, où le taux de criminalité, notamment la criminalité violente, est beaucoup plus élevé que Saint-Michel. Donc, Saint-Michel, moi, celui qui vous parle aujourd'hui, moi, c'est mon quartier. Je me balade dans Saint-Michel à n'importe quelle heure et je me sens complètement en sécurité. Donc, ça, je peux vous le garantir. Les gens qui disent qu'à Saint-Michel, donc c'est un peu risqué, c'est juste des perceptions. Ah oui, absolument. Si je regarde le bilan de la statistique de la criminalité, c'est un enjeu de perception.
c'est un enjeu de perception qu'on a davantage. Évidemment, on a nos défis. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de défis. Il y a des défis partout. On a nos défis, mais ce n'est pas le quartier avec le taux de criminalité le plus violent à Montréal ou parmi les taux de criminalité le plus violent à Montréal. Pas du tout. C'est un quartier, oui, nous avons des enjeux par rapport à ce qu'on appelle la petite criminalité. Donc, mais ça, par exemple, on a des enjeux par rapport les derniers chiffres que j'ai vus, violence conjugale, par exemple. C'est un enjeu dans notre quartier. Donc, il faut faire plus par rapport à cette problématique-là. Mais les histoires de coups de feu, etc., c'est épisodique. C'est épisodique. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'on en parle pour stigmatiser un quartier. Donc, c'est parce que j'ai été témoin, et un témoin privilégié de tous les efforts qui ont été accomplis par l'ensemble de la collectivité michelloise à se mobiliser par rapport à ce fléau. Et je dois saluer les efforts de toute la collectivité michelloise lorsqu'il y a un enjeu, les organismes jeunesse, les groupes communautaires, la police, le poste 30 en particulier. Et ça, c'est des efforts que nous devons continuer à faire pour améliorer la situation. Mais nous sommes sur la bonne voie. J'en suis très, mais très confiant là-dessus. Très confiant. Messieurs les députés, à propos des jeunes qui laissent leur étude tôt, selon vos 2 mandats, votre satisfaction tombe à quel pourcentage? Bien, on a observé que le taux de raccrochage, si le taux de décrochage, on n'a pas réussi à le baisser, mais le taux de raccrochage, on a réussi à l'augmenter. C'est-à-dire le taux de jeunes qui ont décroché, mais qui sont revenus, retournés aux études. Ah, OK. Ça, on a réussi à l'améliorer. Et ça, c'est une bonne chose. Notre grand défi, et ce n'est pas seulement le défi de Saint-Michel, ce n'est pas seulement le défi de Viau, c'est le défi de toute la société québécoise en matière d'éducation, c'est de réussir. Vous savez, la mission de l'école, c'est de socialiser, c'est de qualifier. Et nous avons comme défi à qualifier davantage de jeunes, donc c'est-à-dire à faire en sorte qu'un plus grand nombre de jeunes sortent avec une qualification, donc au terme de leur parcours du secondaire, ou du moins des voies qualificatrices en matière professionnelle au niveau des métiers. C'est un secteur qui est important aussi, le secteur des métiers. Dans beaucoup de métiers actuellement, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Moi, je me dis, si je réussis à avoir un jeune qui n'a peut-être pas son diplôme de secondaire 5, mais qui est arrivé en secondaire 3, secondaire 4, mais qui a réussi à aller chercher un diplôme en métier et qui est intégré dans la société québécoise pour se développer économiquement, mission accomplie. Mission accomplie. Parce que ce qu'il y a de formidable, de splendide dans la société québécoise, des voies qualificatrices, les voies qualificatrices sont multiples. Un jeune peut décider aujourd'hui de dire, écoutez, je ne vais pas à l'université tout de suite. L'université n'est pas la fin, n'est pas la finalité. Je ne vais pas à l'université, je vais choisir d'apprendre un métier, de devenir technicien, de devenir maçon, de devenir mécanicien, de devenir plombier. Mais par la suite, quelques années plus tard, la personne peut se dire, mais écoutez, je suis technicien en génie civil, je voulais devenir ingénieur. Okay. Je retourne à l'université pour devenir ingénieur. C'est possible aussi de le faire dans la société québécoise. Alors, c'est cet éventail de possibilités que nous avons auquel il faut exposer les jeunes pour leur dire quel est votre rêve, c'est quoi ta vision, qu'est-ce que tu veux accomplir personnellement, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux réussir ta vie, comment tu veux réussir dans la vie. Et en fonction de ce que tu as comme rêve, voilà ce que tu as comme possibilité. Donc, en plus de leur montrer les possibilités qu'ils ont en face, mais aussi, ils ont trouvé des accompagnements, ils ont trouvé des gens qui sont capables de les orienter aussi. Oui, évidemment. Évidemment. Nous avons besoin d'avoir dans le parcours de nos jeunes des modèles vivants de réussite, de succès dans leur trajectoire. Des exemples. Des exemples, absolument. C'est important. Parce que avoir un rêve, c'est bien. Avoir une vision, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Avoir un rêve, avoir une vision, il faut, dans un deuxième temps, être entouré des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Des bons éléments
qui vont vous accompagner dans l'aboutissement, dans la réalisation de vos rêves. Et ça, c'est très important aussi. Donc, est-ce que votre circonscription travaillait ou organise très souvent des rallyes de formation ou des formations auprès ou pour les jeunes en ce sens? Il y a beaucoup d'initiatives qui se passent dans la circonscription. Des initiatives portées par les groupes communautaires. Je pense entre autres à la Maison d'Haïti, au Centre La Salien, au Centre éducatif communautaire Onégoupil, au Carrefour populaire Saint-Michel, à Montristo, pour ne citer que cela, Proged, plein d'organismes communautaires qui offrent des services de formation, d'information à l'ensemble de la collectivité. C'est important que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, s'informent aussi des ressources dans la collectivité. Moi, je soutiens en partenariat avec ces groupes-là, beaucoup d'entre eux. Donc, je les soutiens financièrement. Des fois, je suis présent à leurs activités aussi. Par exemple, la fin de semaine qui vient de s'écouler, il y a eu les rencontres éduparents. Qu'est-ce que c'est que les rencontres éduparents? C'est le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire qui le réalise depuis plusieurs années. C'est une fin de semaine où on convie les parents et on invite des professionnels de l'éducation, des enseignants, des conseillers pédagogiques, des TES, des éducateurs spécialisés, des orthopédagogues. On donne de la formation et de l'information aux parents, on outille les parents pour que les parents, à leur tour, puissent mieux accompagner leurs enfants. Ça, c'est important. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'importance que les parents soient présents pour leurs enfants. Bien, on a un organisme dans la circonscription, le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, qui depuis des années donne ces activités-là. Je parle du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, mais j'aurais pu parler, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de la Maison d'Haïti, de différents organismes de la communauté de Saint-Michel qui sont là pour soutenir, pour accompagner les parents dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de l'emploi aussi. Je pense entre autres à Go Emploi, qui est un organisme extraordinaire. Dans le domaine de la santé aussi, on a des organismes qui accompagnent les parents aussi. Donc c'est important que les gens savent que ces ressources-là existent pour eux dans le quartier. C'est beaucoup et nous disons merci et félicitations. Mais la toute dernière question, c'est quoi votre implication auprès des personnes âgées? C'est une grande implication, je dirais. J'ai le grand bonheur de pouvoir compter sur des organismes qui accompagnent les aînés. Je pense entre autres à Saint-Michel Vie Sans Frontières, à un organisme comme l'AQDR de Saint-Michel, qui est l'Association québécoise des droits des retraités de Saint-Michel, à 50 ans et plus, donc qui sont des organismes spécialisés à Carrefour populaire Saint-Michel, qui portent la table, qui portent la table des ITMAV. Les ITMAV, ce sont ces intervenants auprès des aînés de la circonscription. Ce sont autant de groupes avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration pour soutenir la qualité de vie des aînés en matière de santé, de services sociaux, de sport et de loisirs. Donc, je suis présent avec eux dans différentes activités, même dans les cabanes à sucre. Donc, je les accompagne. Okay. Et c'est pour moi un grand plaisir. Et quand il y a des besoins aussi par rapport à l'accès au système de santé, on est là aussi, notre bureau de circonscription, pour les accueillir, pour répondre à leurs besoins et à leurs demandes. Et ça, j'en suis très heureux, parce qu'il ne faut jamais oublier. Ce sont ces personnes qui ont contribué à bâtir le Québec. Nous leur devons tout notre respect, mais tout notre engagement aussi, en termes de service. Notre assistance. Absolument. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, amis de partout, merci pour votre attention, merci pour votre amour envers cette émission, en l'occurrence, émission à la découverte, puisque notre mandat, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités, des personnes qui sont élevées, des gens qui sont impliqués à travers le monde. Et ma fierté ou la fierté de toute l'équipe, c'est de vous amener toujours, surtout des Haïtiens, soit d'origine ou de naissance. Aujourd'hui, c'était pour nous vraiment un plaisir de vous apporter sur ce plateau un homme d'origine né en Haïti, mon Dieu, haïtien, mais qui se laisse élever par Dieu au Canada et qui donne son appui, son service et même
qui donne toutes ses connaissances pour aider des Québécoises, des Haïtiens, des Africains, puisqu'il est député de la circonscription des Viaux. Son nom, déjà vous le connaissez, Frantz Benjamin. Moi, en 2026, à la découverte, c'est sûr, nous serons là pour l'assister, pour encourager et pour vous rappeler encore, c'est un homme de cœur, c'est un homme qui s'engage à servir ou à assister, à porter son appui, ses appuis auprès de tous. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et nous serons encore avec vous avec un autre invité. Mais avant de partir, Monsieur Frantz Benjamin, votre dernier mot avec tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent, qui nous regardent. Bien, dans un premier temps, je vais vous dire merci, vous qui nous regardez aujourd'hui. Donc, merci à l'émission À la découverte qui s'est arrêtée aujourd'hui dans la circonscription de Viaux pour venir nous visiter. Ça a été un plaisir de passer cette belle heure en votre compagnie. Merci beaucoup pour cet entretien. Et évidemment, dans la circonscription, nous avons l'habitude d'être accueillants et d'honorer les gens qui nous visitent. Donc, il me fait plaisir de vous offrir ce petit souvenir que sont les armoiries de l'Assemblée nationale du Québec. Wow. Donc, en souvenir de votre passage parmi nous. Donc, alors, gage de notre reconnaissance. Donc, merci énormément de vous être arrêtés avec nous. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous pouvez constater, c'est même des phases. Il y a encore ici. Heureusement et malheureusement, ce n'est pas partageable. Ça, c'est à nous, à la découverte, à toute l'équipe. Donc, ce n'est pas à moi seul. Mais on ne peut pas le partager avec vous, nos auditeurs, nos téléspectateurs qui nous regardent. Et nous aussi, notre passage n'était pas aussi simple. On a préparé des tasses pour notre député Frantz Benjamin, puisque à la découverte, donc nous avons une compagnie qui travaille là-dessus, c'est nous qui les prépare. Donc vous pouvez constater, c'est tellement joli, c'est tellement waouh. Donc on laisse aussi des présents, on laisse aussi des souvenirs de notre passage avec notre député de la circonscription Viaux. Et à chaque fois qu'il voyait ça, il s'en souvient de notre passage. Et c'est sûr et certain, il va dire, oh mon Dieu, je me rappelle de cette émission, je me rappelle de cette équipe qui lui donne cette opportunité de vous parler et de vous expliquer ses objectifs et ses parcours et tout ce que vous venez d'entendre et apprendre aussi. Merci, c'était un plaisir. Mon nom, Pasteur Joveno, que vous le savez déjà, et je salue toute l'équipe qui était avec moi. Production Hans, qui est un homme infatigable, et tous nos amis de partout qui nous encouragent, qui nous regardent et qui vont continuer à nous suivre. Merci. Que Dieu vous bénisse pour une prochaine occasion. Ciao.